Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 17 mars 2005, 13e jour du procès, après la sélection du jury. L'accusation appelle comme témoin Fritz Coleman. Il est présentateur météo pour Channel 4, une chaîne locale de NBC à Los Angeles. Il connaît Jamie Masada et a fait des prestations à The Love Factory. Il a eu l'occasion de rencontrer les enfants Arvizo pour la première fois en participant au camp d'été organisé pour les enfants défavorisés en 1999, pendant lequel il a donné un cours. Il a rencontré brièvement leur mère quand elle est venue les chercher le soir. Au moment du Noël qui suivait le camp d'été, il a décidé avec son ami Louis Palanker d'aller voir les Arvizo chez eux, à Soto Street, pour leur donner des cadeaux qu'ils avaient achetés. C'était une initiative de leur part qui n'avait pas été sollicitée par les Arvizo. Il décrit l'appartement comme très petit, avec différents espaces séparés par des draps. La rencontre a duré entre 15 et 20 minutes. Par la suite, quand Gavin a eu son cancer, Fritz Coleman a revu Gavin et son père à l'hôpital. Il se souvient l'avoir vu entre 3 et 5 fois à l'hôpital. Il a participé à une collecte de fonds à The Love Factory pour les Arvizo et il a fait une annonce sur sa chaîne de télévision pour l'annoncer. Pendant la collecte, il avait vu David Arvizo derrière une table à l'entrée pour la vente des tickets, mais pas Janet. Chris Tucker était également présent. Il dit qu'il a entendu par la suite que quelques milliers de dollars avaient été récoltés. Il n'a vu Janet Arvizo que 3 fois lors de ses rencontres avec les Arvizo. Il pensait qu'elle travaillait tout le temps, car apparemment David Arvizo ne travaillait pas et restait à l'hôpital avec Gavin et dormait dans sa chambre. Fritz Coleman dit que Janet Arvizo ne lui a jamais demandé d'argent. Il dit qu'il ne savait pas que les Arvizo avaient obtenu plus de 100 000 dollars suite à leur plainte contre J.C. Penney. Fritz Coleman a appris par une personne travaillant pour un journal que Janet Arvizo avait cité son nom devant la police, ainsi que celui de Kobe Bryant et Michael Jackson, en affirmant qu'il allait l'aider dans sa plainte contre son ex-mari. Il n'avait jamais autorisé Janet Arvizo à citer son nom. Fritz Coleman ne savait pas que les Arvizo résidaient aussi à El Monte et n'est jamais allé à cette adresse. Il avait entendu dire que David Arvizo avait cherché à obtenir de l'argent de George Lopez, mais ne savait pas beaucoup plus. Fritz Coleman se souvient d'avoir vu la boîte de cadeaux envoyée par Michael Jackson à Gavin à l'hôpital. Il avait présumé que les Arvizo étaient pauvres car ils étaient au camp d'été pour enfants défavorisés et parce qu'il avait entendu dire qu'ils devaient prendre différents bus pour venir à The Love Factory, mais il ne savait pas beaucoup plus sur leurs finances. Il pensait que Janet Arvizo travaillait comme serveuse. L'accusation appelle comme témoin Kiki Fournier. Elle a été employée à Neverland comme femme de ménage entre septembre 1991 et septembre 2003. Parfois, il lui arrivait de servir à manger. Elle dit qu'elle ne voulait pas témoigner au procès car elle n'aime pas être au centre de l'attention. Elle dit que Joe Marcus était le manager du ranch, Jésus Salas le manager de la maison et Violette Silva la chef de la sécurité. Elle dit qu'elle avait parfois des interactions avec Michael Jackson quand il était là. Elle dit qu'elle n'a jamais vu Michael Jackson renvoyer lui-même quelqu'un. Elle dit que Michael Jackson était très attentif aux détails et aimait avoir son service comme il le voulait. Elle voyait parfois Frank Cassio discuter avec Michael Jackson à Neverland et ne savait pas précisément quel était son rôle, mais il avait l'air d'être un ami proche de Michael Jackson. Elle avait entendu dire qu'il était assistant. Elle voyait aussi Vinnie Amen travailler avec Frank Cassio à Neverland au début de l'année 2003. Elle voyait aussi Dieter Wiener et Ronald Konitzer et pensait qu'ils étaient des associés d'affaires de Michael Jackson. Elle voyait aussi Mark Schaffel et l'a vu travailler à Neverland pour organiser une fête d'anniversaire pour Michael Jackson en août 2003. Elle dit que les enfants sont traités à Neverland comme tout enfant veut être traité. Ils peuvent regarder des films, jouer à des jeux vidéo, manger ce qu'ils veulent, avoir des bonbons, se coucher tard, faire du manège. Elle est interrogée sur le comportement des enfants invités à Neverland et dit que parfois Michael Jackson rappelait les enfants à l'ordre s'ils étaient indisciplinés et jetait des bonbons dans le cinéma, par exemple. Elle dit que parfois les enfants pouvaient devenir très turbulents. Quand des enfants invités restaient la nuit, ils dormaient dans un lieu qui leur était assigné, mais souvent ils restaient avec Michael Jackson. Elle dit que Gavin Arvizo était poli avec elle, mais qu'elle était surprise de voir le désordre dans la chambre qu'il partageait avec Star en allant nettoyer.
Questionnée à ce sujet, elle se souvient de certains enfants avec qui Michael Jackson a eu une amitié proche. Brett Barnes, Omar Batty, Frank Cassio quand il était plus jeune, Aldo et Dominique Cassio, Macaulay Culkin. Quand Gordon Auchincloss les cite, elle se rappelle aussi de Jimmy Safechuck et Jordan Chandler, et un enfant du nom d'Elijah. Elle dit qu'elle a déjà vu Michael Jackson boire de l'alcool, du vin, parfois de la vodka. Elle dit qu'elle a déjà vu des enfants à Neverland qui pouvaient avoir l'air alcoolisés, mais elle ne sait pas s'ils l'étaient, notamment des enfants à qui elle a servi le dîner en septembre 2003. Elle dit que la clé de la cave de Neverland était conservée dans la salle de pause des employés faisant le ménage, dans un coffre-fort. Contre-interrogée par Tom Mesereau, Kiki Fournier dit que parallèlement à son emploi à Neverland, elle poursuivait des études. Elle ne sait pas exactement quel était le rôle de Frank Cassio et Marc Chaffel pour Michael Jackson. Elle confirme que Marie-Nicole Cassio, la sœur de Frank, venait souvent à Neverland. Toute la famille Cassio, avec les parents, venait de temps en temps à Neverland. Elle confirme que Frank Cassio n'était pas à Neverland de manière régulière. Parfois il pouvait être là et parfois il disparaissait. Elle reconnaît que parfois des gens prétendent être les amis de Michael Jackson alors qu'ils ne le sont pas. Elle dit que Frank et Vinnie avaient des bureaux dans la vidéothèque de Neverland. Elle confirme qu'elle a vu souvent des bus d'enfants défavorisés venir passer la journée à Neverland, encadrés par des adultes, et précise que ce n'est pas Michael Jackson qui les supervise. Elle confirme qu'il n'est pas inhabituel que les enfants venant à Neverland deviennent très excités dans cet environnement enfantin plein de divertissement. Elle confirme qu'il y a des horloges partout à Neverland. Elle dit que Dieter Wiener lui avait dit qu'il allait manufacturer des figurines en porcelaine représentant Michael Jackson, mais elle ne savait pas exactement ce qu'il faisait pour Michael Jackson. Il avait l'air d'être un businessman. Elle n'avait pas vraiment parlé avec Dieter et Ronald Konitzer. Elle avait l'impression que Marc Chaffel était un opportuniste. Elle ne sait pas de quoi Dieter, Ronald, Marc Chaffel, Frank et Vinnie parlaient avec Michael Jackson, et elle admet qu'on ne pouvait jamais prédire quand ces gens allaient être à Neverland. Parfois ils étaient là, parfois ils n'étaient pas là. Parfois, elle voyait Michael Jackson se promener seul la nuit à Neverland. Elle confirme que Michael Jackson pouvait s'absenter de Neverland pendant des mois. Elle admet qu'il pouvait y avoir entre 50 et 60 employés à Neverland, et que ce n'est pas Michael Jackson qui supervisait tout ce qui se passait à Neverland. Elle confirme que la chambre de Gavin et Star était en désordre à la fin de leur séjour à Neverland en 2003, avec des objets cassés. Elle dit que c'était comme s'il y avait eu une tornade, avec des verres cassés, de la nourriture, des boissons renversées. Elle dit qu'elle supposait qu'ils dormaient dans leur chambre, et elle confirme aussi que certains employés se plaignaient du comportement de Gavin et Star. Elle dit que Gavin était respectueux avec elle, mais Star pouvait être désagréable et devenait exigeant concernant les repas qu'il voulait. Il demandait toujours autre chose que ce qui était préparé. Elle ne voyait pas beaucoup de Janet Arvizo, qui restait beaucoup dans sa chambre pour inviter, mais elle a déjà vu dîner quelquefois dans la maison principale. Elle confirme que Star l'a menacé avec un couteau dans la cuisine de Neverland parce qu'il voulait cuisiner lui-même. Parfois, il arrivait qu'elle trouve la cave à vin de Neverland ouverte, et ce n'était pas sa responsabilité de la maintenir fermée. Avec une autre femme de ménage, Maria Gomez, elle s'était plainte au manager de la maison, Jésus Salas, de l'état de la chambre de Gavin et Star. Elle confirme qu'il y avait parfois des fans dérangés qui cherchaient à s'introduire à Neverland, et ça posait un problème de sécurité. Elle confirme que le terrain de Neverland est entouré par une clôture qui pourrait être enjambée par un enfant. À proximité, il y a la route et une école. Les employés de la sécurité faisaient la ronde pour surveiller la propriété. Elle se souvient qu'une collecte de sang a été organisée à Neverland pour Gavin, mais elle était absente ce jour-là. Tom Mesereau fait remarquer que Kiki Fournier avait ri devant les shérifs à l'idée que quelqu'un puisse être séquestré à Neverland, alors qu'il était possible de partir facilement en marchant, et elle confirme l'avoir dit. Elle confirme que les jeunes garçons, évoqués auparavant par le procureur Auchincloss, venaient avec leur famille à Neverland. Elle dit qu'il y avait déjà eu des mariages et anniversaires organisés à Neverland. Elle confirme que Michael Jackson laissait facilement les invités visiter sa maison et que parfois elle le trouvait trop gentil. Elle confirme qu'elle n'a jamais vu Michael Jackson donner de l'alcool à un mineur. Elle confirme qu'elle a dit au shérif que Michael Jackson se comportait parfois comme un grand enfant et jouait avec les enfants. Elle ne se souvient pas avoir déjà vu les enfants Arvizo ivres. Elle dit que Janet Arvizo était dans la maison principale surtout pour dîner le soir et passer du temps avec ses enfants. Parfois, elle voyait les enfants Cassio dîner avec eux, mais pas tellement Michael Jackson. Elle dit que Michael Jackson passait plus de temps avec les enfants Cassio qu'avec les enfants Arvizo. Elle dit que Brett Barnes, Elijah, Omar Batty, Frank et Aldo Cassio, Jimmy Safechuck étaient parfois restés sans leurs parents à Neverland quand ils étaient enfants.
Quand des bus d'enfants venaient visiter Neverland, Michael Jackson était parfois là, mais parfois aussi absent. Ces enfants venant en bus ne passaient pas la nuit à Neverland, contrairement aux invités. Elle dit que quand Star l'a menacé avec le couteau, il voulait manifester de l'autorité. L'accusation appelle comme témoin Ruby Wolf, détective du département des shérifs à Santa Maria, qui a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Elle identifie une carte qu'elle a prise dans la salle de bain de Michael Jackson, écrite par Gavin, disant « Cher papa Michael, comment vas-tu ? Je suis impatient de te revoir et de jouer avec toi à Neverland, parce que nous allons être meilleurs amis et tu es mon papa pour toujours. Tu es le meilleur adulte du monde. Je t'aime, papa Michael, et dis à mon petit frère et ma petite sœur que je les aime et tiens à eux. Merci pour tout, papa Michael. Merci d'être mon papa Michael. Merci de m'aider à être content et battre le cancer. Joyeuse fête des pères, et je t'aime encore plus. Amour, ton doudou Ed, Gavin Arvizo. Sur la carte, il y a aussi un cœur avec l'inscription « J'aime mon papa Michael pour toujours » et « PS, s'il te plaît, donne-moi tes nouveaux numéros de téléphone parce que ça me manque de te parler » avec le numéro de Gavin. Elle dit qu'il y avait 69 personnes participant à la perquisition. L'accusation appelle comme témoin Sean O'Grady, employé du département des shérifs, qui a aussi participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Il identifie un livre qu'il a pris dans la salle de bain de Michael Jackson, Beat Good. Tom Mesereau fait remarquer que ce livre est de Taschen, un photographe allemand qui allait photographier la famille Jackson et a envoyé ce livre à Michael Jackson. L'accusation appelle comme témoin Jeffrey Ellis, enquêteur travaillant pour le bureau du procureur de Santa Barbara, c'est-à-dire Tom Sneddon. Il a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Il identifie un livre qu'il a pris au rez-de-chaussée de la chambre de Michael Jackson et admet que ce livre n'est pas illégal et est en vente légalement. L'accusation appelle comme témoin le détective Con Abel, employé du département des shérifs, qui a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Il explique qu'il a fouillé l'arcade et la cave à vin. Il identifie des livres qu'il a pris dans la cave et dans la bibliothèque à l'étage au-dessus de l'arcade, notamment Drew and Jimmy, Room to Play, Chronos. Il identifie aussi des magazines qu'il a pris dans le bureau. Il identifie un enregistreur qu'il a pris dans le bureau de Michael Jackson et qui d'après lui pourrait être utilisé pour écouter des appels téléphoniques. Il dit qu'il a l'impression qu'il a déjà été utilisé, mais admet qu'il ne l'a pas testé. L'enregistreur était accompagné d'une carte d'un enquêteur privé. Mesereau fait remarquer que cette machine peut être utilisée pour un système de sécurité. Con Abel admet qu'il n'a pas demandé aux employés de la sécurité à Neverland à quoi servait cette machine et qu'il n'a pas examiné s'il y avait des caméras et quels étaient les systèmes de sécurité à Neverland. Mesereau insiste sur le fait que Michael Jackson est célèbre dans le monde entier, qu'il y a un grand terrain à Neverland et que la sécurité y est un souci particulier. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.